l'auto-réhabilitation du logement. Vous connaissez les classes moyennes, on est très friands du do-it-yourself, qui ont explosé. Vous voyez les parkings du Landy, ces temps, ils sont bourrés à craquer. Ça, c'est les classes moyennes. Mais les classes populaires ont perdu en partie cette partie-là. Auto-réhabilitation de logements, les questions d'isolement des logements ou des bâtiments sont un enjeu gigantesque aujourd'hui en termes d'économie d'énergie, presque plus que l'énergie elle-même. Effectivement, comment ouvrir des possibilités pour donner la possibilité à des personnes finalement d'intervenir sur le lieu de vie, comment je peux m'emparer finalement de mon lieu de vie pour le transformer et amener une plus-value qui est la mienne, qui est mon quotidien particulier. On a toutes sortes, dans ce cadre-là, comment on produit de la mobilité collective aussi, à travers toutes sortes de solutions qu'on peut avoir entre autres, etc. Il y a plein d'éléments qu'on peut imaginer là autour. Il y a autre chose que j'ai ajouté un peu entre l'économie du rez-de-chaussée et l'économie de marché, c'est la question du nettoyage. Bonsoir. J'ai envie de dire, là, c'est un lien entre la philosophie et l'action. John Dewey parlait de l'enquête en tant que telle, dans une expérience récente, là, qui lie aussi nature, marché, homme, etc. On est parti, finalement, dans l'idée de Dewey, c'est de partir d'une situation problème. Moi, ma situation problème avec les voisins, on habite proche d'une forêt dans une commune de 15 000 habitants, dont le territoire est composé de plus de 50% de forêt. Et puis, un jour, on constate qu'il y a eu finalement une coupe rase de toute une partie de la forêt qu'on aime, intuitivement avec laquelle on est en lien. Et quelques jours après, finalement, un chemin forestier qui a été complètement bétonné pendant la nuit. Il y a 15 camions qui sont arrivés, qui ont déversé ce qu'en termes techniques, on appelle le FRESA, qui sont des déchets bitumineux des travaux sur les autoroutes. Et on découvre ça à quelques centaines de mètres au-dessus de nous. Voilà notre situation problème. Donc, voilà, première réaction, c'est d'aller voir la commune, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, on a une réponse un peu, d'une part, sur le FRESA, un peu embêté, ça remonte à la presse, effectivement, là, il y a une erreur, on ne le fera plus, mais sur les coupes de bois telles qu'on les a fait, on est une commune reconnue éco-durable et on ne prélève que l'intérêt sur le capital. L'intérêt sur le capital. Donc l'intérêt sur le capital, c'est 6 mètres cubes par hectare qui peuvent être prélevés normalement selon la logique des forêts économiques durables, etc. Donc de là, on s'est dit, on va mener une enquête, parce qu'on ne peut pas se contenter juste d'une réponse de la commune qui était très formelle, l'ingénieure forestière qui avait bien appris sa leçon dans les écoles d'ingénierie forestière, qui nous a répondu bloc sur bloc en appuyant à travers des enquêtes de loi, etc. Et cette enquête, elle nous amène finalement assez loin, c'est de se dire quelle relation on a avec les arbres, la forêt, mais aussi c'est quoi être bûcheron. On a maintenant, dans l'association qu'on a créée, on a des bûcherons avec nous. Et on a des horticulteurs, donc des gens qui ont aussi un rapport à la nature très spécifique, très intime, et qui ont quelque chose à valoir. Alors il y a à la fois des ébénistes qui utilisent le bois, des intellectuels comme moi, des bûcherons, des horticulteurs, enfin voilà, dans cette association, et se crée quelque chose autour d'une enquête. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement le bois coupé est vendu au rabais, parfois en Italie, parfois même en Chine. Donc nos hêtres des forêts ont été vendus en Chine à perte en plus. Et aussi les épicéas, typiquement l'écorce n'est pas vendue alors qu'elle rapporte quelque chose. Enfin, il y a des choses totalement illogiques. Plus on avance dans notre enquête, plus on se rend compte qu'il y a des choses totalement illogiques qui sont basées sur des logiques de marché, mais en même temps qui ne fonctionnent absolument pas, qui ne sont pas rentables. Là-dessus, on va visiter aussi une commune vaudoise dans laquelle on nous dit, nous on est sortis de l'association des forêts vaudoises, plus aucun forestier ne veut venir chez nous, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pensé la forêt dans la relation qui est la leur au quotidien, en se disant, tout ce qu'on coupe doit être vendu, et doit être vendu localement.
Là, on décide de faire une forêt de sénescence, c'est-à-dire on ne la touche plus pendant 50 ans. Là, on va réhabiliter tout un ensemble. Donc, il recrée une relation à la forêt, une relation circonstanciée à la forêt, selon ces choses-là. Ce qu'ils se rendent compte après quelques années, c'est que contrairement à toutes les autres communes du canton de Vaud, c'est qu'ils sont bénéficiaires, économiquement. Donc, ils ont recréé d'autres relations entre la population, entre la forêt, entre les arbres, ce que dit la forêt, où le forestier va avec les bûcherons quand il y a des coupes en disant bon bah si on coupe cet arbre-là, est-ce qu'il est en équilibre avec les autres vieux arbres, parce qu'il faut quand même un équilibre. Comment on va sortir l'agrume après une fois coupé, pour éviter de piétiner les sols et puis de passer avec les tracteurs. Vous avez déjà vu les tracteurs de débardage de 3 mètres de large. Quand les sols sont boueux, ça vous fait des traces gigantesques dedans. Donc ils pensent en permanence tous ces éléments-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas couper du bois. On a toujours coupé du bois, les êtres humains ont toujours coupé du bois, il y a des usages différents, mais c'est dire comment on le fait, dans quel cadre, etc. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les techniques de bûcheronnage étaient celles-là il y a une trentaine d'années, et qu'il y a eu tout un changement, on le met sous forêt durable, mais il y a eu tout un changement et des logiques qui sont en train de se mettre en place, qui remettent complètement en question finalement ce rapport très, très fin et intuitif aux forêts. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, en faisant notre enquête, on se rend compte qu'il y a des réseaux de forêts alternatives aussi en France, où il y a typiquement des bûcherons qui vont couper débarder à cheval, où il y a des scies mobiles qui sont présentes sur place pour découper directement les planches. Enfin, il y a toutes sortes d'initiatives de ce type-là, aussi de préservation et de lutte aussi contre les propriétaires privés et les formes de plantation uniques, etc. Bref, l'enquête, pour moi, c'est un moyen, c'est pas l'enquête du sociologue, c'est l'enquête ordinaire. On doit se réapproprier les lieux dans lesquels, et maintenant la commune a un petit peu peur de ce qu'on peut faire et de ce qu'on met en place comme initiative, oui forcément, parce qu'on déborde un petit peu cette question qu'ils ont maîtrisée en leur disant c'est pas vous les experts, on est des citoyens, la forêt n'appartient à personne. On est en relation avec cette forêt. Donc comment on déconstruit un petit peu tout un ensemble de choses. Je pense ça, tout le monde peut le faire à son échelle. On a tous des situations, problèmes de ce type-là, mais si on s'arrête en disant on ne peut rien faire, faut s'engager en politique, ou alors la commune nous donne telle réponse, ou alors, comme disait une personne à l'aide sociale hier soir, en disant mais moi, on m'a proposé d'aller réaménager des parcs publics, j'ai plein de compétences à apporter, puis la commune m'a répondu non mais attention parce qu'il y a un problème de concurrence avec les entreprises d'horticulture. Voilà. Donc on reste toujours dans ce type de choses-là. Si on ne prend pas les choses en main, on va toujours avoir ce type de réponses-là qui cassent toute créativité et visibilité. Je continue dans mon évolution, mais voilà, il y a plein d'autres choses. C'est vrai qu'on parle de consommation participative. Parfois, je ne suis pas très précis. Ceux qui connaissent ça, ils vont me dire vous n'êtes pas très précis dans vos concepts. Ça peut recouvrir beaucoup de choses, mais on parle d'économie de la fonctionnalité. Vous connaissez ça aussi, il y a énormément de choses à faire dans l'idée que finalement l'usage des objets peut être collectif. Alors le vélo en libre service qu'on trouve dans toutes les villes maintenant, c'est un exemple. Il y a beaucoup de bibliothèques d'objets qui se mettent en place. Il y a les Fab Labs où on vient utiliser tout un ensemble de machines pour construire, bricoler, tout en échangeant des savoirs. Enfin voilà, il y a aussi des éléments de ce type-là qui à la fois travaillent aussi sur finalement ces aspects de préservation de la nature, mais aussi d'usage des objets et de réusage des objets, mais aussi s'ils se font dans des relations très importantes entre les gens. Il y a bien sûr, alors je réduis l'économie circulaire, qui est un gros mot des fois dans l'économie qui veut être verdissante, mais tout ce qui est réparation écologique, circuit court, on voit de plus en plus comment certains, même paysans aujourd'hui, essaient de se réapproprier ces circuits courts en cassant les logiques des grands distributeurs du commerce du détail en alimentation, les épiceries en vague participatives qui essayent aussi de recréer à travers tout un ensemble de liens finalement, ce lien entre nature, économie, production de quelque chose, etc. Et puis il y a aussi toutes sortes d'autres, notamment dans les initiatives zéro chômeur en France,
avec tout ce qui peut être amené aussi de revues, de revenus de transition écologique, hein, d'activation des dépenses de l'aide sociale. Hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'emploi, plutôt que de les mettre en débiteurs perpétuels de l'État en disant vous faites rien, donc on vous paye pour rien faire, donc qu'est-ce que vous pouvez redonner à la société? Non, c'est d'inverser les choses en disant finalement comment je participe et qu'est-ce que je peux faire à travers ça, notamment l'initiative Zéro Chômeur permet en tout cas de reconnaître à travers un salaire toutes sortes de choses, et notamment ce qu'ils ont appelé les gardiens de la ville, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont une expertise, une expérience de plein de lieux desquels ils habitent et qui peuvent investir et donner des idées et participer à la création de toutes sortes de choses. Et je continue de monter parce que il peut y avoir des cercles symboliques, mais il peut y avoir des cercles diaboliques aussi, hein, comme disent, en tout cas comme le dit Caillé, hein, c'est-à-dire le cercle diabolique, c'est pas celui de donner, recevoir, rendre, mais c'est celui de prendre, refuser et de garder pour soi. Hein. Mais les nouvelles formes d'économie, qu'est-ce qu'elles apportent, sans être un spécialiste, à la fois quelque chose qui peut être problématique et qui a un risque, mais à la fois d'autres opportunités aussi. Et comment on s'empare des opportunités sans partir dans les risques. Alors bien sûr, Uber Eats, Airbnb, TaskRabbit, hein, où la possibilité de faire des travaux chez soi sont mises en lien avec n'importe qui aussi, hein, qui cassent un peu ces logiques de marché, mais en même temps qui réinscrivent tout un ensemble d'activités dans l'économie de marché elle-même. Hein. J'ai entendu il y a quelque temps que certains officii en Suisse romande réfléchissent à faire intervenir des personnes qui ne trouvent pas de travail dans des formes d'ubérisation et de précarisation, ce qui peut être assez inquiétant et risqué justement, mais il y a dans l'économie de plateforme aussi d'autres opportunités, d'autres possibilités aussi qui vont plus vers la collaboration et le partage gratuit, hein, de tout un ensemble de ressources, comme bien sûr les logiciels libres, Wikipédia, etc. Et puis, dernier point, l'économie financière. Vous me direz, l'économie financière, c'est très 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 loin de ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux, mais